Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui à Issy-les-Moulineaux pour nos interviews d'anciens combattants et de cadres du milieu mémoriel. Nous sommes à la Maison du Combattant où se concentrent plusieurs associations présentes sur la côte. Allez, entrons, on nous attend. Donc tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours militaire? Alors mon parcours militaire a commencé en 2001, même bien avant parce que j'ai commencé mon service militaire dans le service santé. J'avais fait au début l'artillerie en 96 et j'ai fait un an de service militaire avec du volontariat service long où j'étais ensuite, après l'artillerie, comme j'avais déjà le diplôme d'aide-soignant, intégré le Val-de-Grâce. Voilà. Et ensuite, je suis reparti dans le civil, travailler en province pendant un an, en résidence-service pour personnes âgées. Et ensuite, je suis revenu rejoindre la capitale pour travailler dans les hôpitaux de Paris, où j'ai travaillé 1 an et demi à Necker, en ORL, chez les enfants pédiatriques. Et par destin, on va dire, destinée, j'avais laissé un dossier de candidature pour réintégrer le service de santé. Et 1 an et demi plus tard, il m'avait écrit pour si je voulais rejoindre les rangs. Voilà, c'est pour ça, en 2001. D'accord. Et donc vous êtes parti où? Alors, je suis parti 2 fois à Djibouti, en 2004 et 2009. À une opération Licorne, Côte d'Ivoire, en 2006. Et en 2011, pour Kaboul, pour l'opération Pamir. Voilà. D'accord. Alors pour Djibouti, c'était ma première mission, c'est toujours impressionnant. Là, c'était plutôt du soin à la population. C'était l'hôpital Bouffard, un centre hospitalier de 50 lits où il y avait plusieurs petits pavillons d'hospitalisation. Tu avais de la médecine, de la chirurgie avec un bloc opératoire, ainsi de la réanimation et la maternité. Alors, Djibouti, c'était intéressant parce qu'au niveau soins, c'était différent les soins d'Afrique, c'est différent de ce qu'on voit en France. Et en plus, Djibouti, ce qui m'a impressionné, c'est un carrefour de population, on va dire. Tu peux avoir des musulmans, des catholiques, des orthodoxes avec les Éthiopiens. Ça fait penser un peu à l'île de la Réunion. Voilà, c'est un carrefour de plusieurs ethnies. Que ce soit la Côte d'Ivoire, Djibouti ou l'Afghanistan, non, malheureusement. On avait des liens, mais très étroits. Très étroits. Djibouti, oui. Les armées françaises par rapport aux autres armées, c'est une des chances, et même les Américains le disent, c'est on va toujours au contact avec la population. C'est-à-dire que quand on a du temps libre, ou quand c'est une mission, on essaye de voir la population par ce qui se passe. D'être intégré ou pas intégré, mais oui. Et eux réagissent comment quand vous êtes là? Ça dépend le conflit. Oui. Alors Djibouti, ça allait super bien en 2004, mais j'ai trouvé un peu plus d'agressivité en 2009, parce qu'ils savaient que l'hôpital allait fermer. Ouais. Bon, nous on le savait aussi, ils l'ont su, et ils commençaient à se poser des questions, vous allez partir, qui est-ce qui va nous soigner? Bon, ils ont quand même un centre hospitalier général là-bas à Djibouti, mais c'est pas... Voilà. L'opération Licorne, c'était pendant une zone de conflit. Là, c'était en 2006. Alors, on était encore en zone de conflit, mais le camp était protégé par la Légion étrangère. Et nous, on aidait encore la population locale à être soignée par tout type de chirurgie. Voilà. C'était plutôt des petites chirurgies, des pansements. On a eu des militaires blessés, mais sans grande gravité par rapport à ce que j'ai connu en Afghanistan.
Et vous aviez un hôpital aussi comme Djibouti? Alors c'était un hôpital, mais sous toile de tente, on va dire, en toile. Avec la chaleur, on avait quand même des secteurs, comment on appelle ça, oui, ouais, des sortes de bungalows, où on avait de la ventilation pour tout ce qui est service de réanimation. Et bloc opératoire, c'était sous tente, mais il y avait quand même un système d'aération. Voilà, oui, ils appellent ça des modules. Voilà, des modules. D'accord. Ah, j'ai perdu 7 kilos, là, ça m'a fait du bien. Est-ce qu'il y a des événements qui vous ont beaucoup marqué en Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire, la population était, comme je disais, quand on faisait de la course à pied le matin ou à la fraîche, c'était un beau paysage, c'était en plein centre du pays, près de Yamoussoukro, la verdure avec des pistes de poussière orange, des grosses verdures, des lacs, et des champs de maïs, de cacao. Ce qui m'impressionnait, c'est des gens qui arrivaient avec le coupe-coupe à travers le champ. Alors il fallait se méfier, bien sûr, on était en groupe. Ou ce qui m'a impressionné aussi, c'est à la fin de mission, à Abidjan, où une certaine population était hostile aux Français, quoi. Qui nous ont poursuivis en voiture, pas crachés, on a évité les crachats à l'aéroport. Voilà. Ils nous disaient rentrez chez vous, les Français n'ont pas besoin de vous. L'Afghanistan c'était une mission OTAN, et on avait plusieurs pays avec nous, c'était dans une grande base, on serait cru dans un film américain. Et l'hôpital était tout neuf, voilà, dans du dur, avec des toits adaptés anti-roquettes. Voilà. Et là, moi j'étais en service de réanimation. D'accord. Et il y avait beaucoup de blessés? Oui, on a fait beaucoup de rapatriements en France, avec l'armée de l'air et les plans Mascal. C'est les plans Mascal, c'est un grand avion Airbus qui vient chercher les blessés, qui peut loger 15 blessés dans l'Airbus avec des blessés graves qui sont envoyés ensuite en France. Et vous sentiez plus de violence ou une violence différente peut-être? C'était la guerre, c'était des prolicriblages, des amputations, des décès, des morts, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a eu des morts. On devait faire des cérémonies, la morgue était à côté était dans l'hôpital. On avait tout. Pendant notre mission, on a eu 13 morts. Ça fait déjà beaucoup. 13 morts français. Et chaque cérémonial à l'aéroport. Une fois, on a eu une messe aussi. C'est toujours impressionnant. Même si ce n'était pas ma première mission, mais c'est lourd. C'est lourd à vivre. Avec l'OTAN, on travaillait avec les Canadiens. Au niveau hôpital, je parle, parce que moi j'ai fait que de l'hôpital, j'ai pas été ailleurs. Enfin, et on pouvait aller dans l'autre base aussi, voir nos collègues dans l'autre base qui était à 5 km. Il fallait traverser certaines rues. J'ai pas tenté. J'avoue, j'ai pas tenté. J'ai pas tenté de partir. Peut-être un des seuls de la promotion là, oui. On n'était pas beaucoup, mais non. Moi je voulais rester. Parce que pour moi je ne me sentais pas en sécurité. Quand on entend des alertes au micro en anglais, alerte roquette, ou au début septembre, on me rappelle avant de partir, on avait eu des attaques je ne sais plus à quelle ambassade, où on entend des tirs toute la journée. Ils n'étaient pas loin de nous, ils étaient à peine à 4 à 5 km. Voilà. C'était permanent. C'était permanent, mais ça dépendait, tu avais des zones d'alcalmie. Voilà. Nous, on est plutôt. Je ne me considère pas comme un vrai combattant, parce que nous, on fait partie de la logistique, on est là pour les aider, pour soutenir sur le terrain. On n'a pas fait l'école des sous-off, où on a des grades, mais c'est un peu dû à notre situation professionnelle, on va dire, mais je ne suis pas comme un vrai combattant. Je fais partie de la logistique. On a une formation militaire, et qui dure qu'un mois, ou des fois on a des formations avant de partir sur le terrain. Ça dépend des théâtres d'opération. Toujours avoir l'esprit de cohésion en équipe, ça c'est important en mission, même si on n'aime pas tout le monde. Oui. Mais ça c'est important, ça joue un rôle.
Même si on n'aime pas un chef, c'est pas grave, on dira il sera de bonne humeur demain. Mais, mais c'est une belle expérience quand même. Belle. T'as un autre regard, moi je pense qu'on a un autre regard sur le monde. Maintenant je regarde, j'écoute les infos, je lis, mais différemment. Ce que j'ai vécu. Avec un autre regard. Un autre regard. Mémoire combattante, j'ai commencé en 2014 auprès du Souvenir Français. Alors pourquoi je me suis engagé? J'adore l'histoire, et puis pour le devoir de mémoire, de reprendre le relais des anciens, parce que les anciens, ceux de les appeler du contingent qu'on fait l'Algérie, par exemple, ont plus de 80 ans maintenant. Mais après, qu'est-ce qui va rester dans nos maisons du combattant? Je me pose toujours la question. C'est à nous, ceux qui ont fait des OPEX, de se réveiller. Voilà, mais il faut savoir que dans l'armée française, quand on fait des formations, on ne parle jamais des associations combattantes. C'est comme si c'était un peu ringard. Voilà. C'est triste à dire, mais c'est ça. C'est aussi au ministère au-dessus de faire de la publicité. Et pour vous, qu'est-ce qu'on devrait faire pour ça, plus en parler? Plus les mettre en avant peut-être? Mettre en avant, ouais, on va avoir une mission au niveau du ministère. À l'école aussi peut-être? Oui, aussi, oui. Je ne sais pas s'ils font toujours de l'éducation civique, nous on en avait, mais je ne sais pas s'ils en font toujours. Oui. Mais, et puis moi je dis, c'est comme des profs d'histoire, ça dépend des professeurs. Ceux qui regardent, qui suivent le programme scolaire à la lettre, leur cours, moi, comme je voyais bien en histoire, parce que j'adore ça, j'aurais été prof d'histoire si j'aurais été meilleur en école. Ils suivaient le programme et c'est tout. Il ne rentrait pas dans les détails, mais celui qui aimait l'histoire, on sentait. Et c'était passionnant son cours. Même il débordait. Même si ce n'était pas dans le programme, il allait nous raconter la suite. Voilà. Et puis il aidait les élèves à se passionner aussi. Oui, aussi. Le comité du Souvenir Français de Sciences Po Paris vous remercie d'avoir assisté à cette interview. Un remerciement tout particulier à l'équipe de Comprendre la Défense pour leur aide et aux anciens combattants d'Issy-les-Moulineaux pour leur soutien. Retrouvez toutes nos actualités sur nos réseaux sociaux. À bientôt.